Bonsoir Bruno Le Maire. Bonsoir. Merci d'être l'invité de BFM TV. Vous êtes l'ancien ministre de l'Agriculture, notamment député UMP de l'Eure, écrivain politique qui a publié Jour de pouvoir chez Gallimard, après Homme d'État, un succès librairie. Comment vous l'expliquez ? Je voudrais demander au lecteur, mais je pense que les Français sont très désireux de savoir ce qui se passe réellement au pouvoir. Comme ils ont le sentiment que leurs responsables politiques sont tous des guignols, qu'ils n'ont plus prise sur la réalité, ils veulent savoir ce qui se passe derrière les coulisses. Comment est-ce que les décisions sont prises, comment est-ce que les choix sont faits, comment est-ce qu'on décide d'intervenir quand il y a des otages français qui sont pris en Afrique. Eh bien, ce livre leur permet de savoir exactement comment ça se passe au jour le jour dans la vie d'un ministre ou dans la vie d'un président de la République. Et c'est pas compliqué de raconter ce qu'on vit, c'est-à-dire que bon voilà, peut-être que dans votre prochain livre vous raconterez les coulisses de cette interview ou d'autres moments. Ce sera avec plaisir. Non mais j'en sais rien, je veux dire, c'est tout le temps, vous avez deux antennes à chaque fois? Non, parce que je le fais pas à chaque fois. Là je l'ai fait à un moment où je sentais qu'on vivait des choses importantes. J'ai commencé à le faire au moment du remaniement, quand Nicolas Sarkozy a pris cette décision politique majeure dans le quinquennat, de ne pas remplacer François Fillon, de le garder à Matignon et de ne pas changer d'orientation économique. Et là, je me suis dit, il se passe quelque chose, on va prendre des notes au jour le jour, je vais prendre des notes, et puis ça pourra peut-être servir, ça pourra être utile, et ça permet, une fois encore, à chacun de savoir ce qui se passe dans la réalité du pouvoir. Alors on a beaucoup dit que vous étiez un très bon écrivain, vous avez un parcours brillant, et on a le sentiment que maintenant vous voulez être aussi reconnu comme un très bon politique et que vous vous lâchez un peu. Alors je voudrais qu'on écoute 2-3 petites déclarations récentes du nouveau Bruno Le Maire. François Hollande, comme son Premier ministre Jean-Marc Ayrault, enfume les Français. Ils nous enfument. Ils enfument les ouvriers, ils enfument les employés, ils enfument les professeurs des écoles avec la réforme des rythmes scolaires. Et là, ils enfument la nation tout entière. Je déteste ce terme. Ah bon? Je ne suis pas un non-aligné. Bon. Les non-alignés, c'est des gens qui n'ont pas de ligne. Ouais. Pour pas dire des gens qui n'ont pas de couilles, pour parler clairement. C'est un Bruno Le Maire qu'on découvre un peu, qui se lâche. C'est le vrai Bruno Le Maire, vous savez. Donc, c'est tout. On a une part de liberté en soi. C'est très difficile de l'exprimer. Quand on est responsable politique, on est parfois un peu cadenassé, prisonnier des règles, surtout quand on est membre du gouvernement. Moi, j'ai une conception très élevée du rôle ministériel. Vous êtes ministre, suivant la célèbre règle, quand on est ministre, on ferme sa gueule ou on démissionne. Et là, vous ne fermez pas votre gueule parce que vous l'écrivez, vous racontez. Voilà, on raconte. Et puis surtout, comme homme politique, désormais, je suis dans l'opposition. Je n'ai de compte à rendre qu'aux Français, qu'à mes électeurs. Et ça vous donne une liberté totale dans votre expression. Vous appartenez à l'UMP, mais vous n'avez pas de compte à rendre au président de l'UMP, à l'ancien président Nicolas Sarkozy, à personne. Non, j'ai pas de François compte à Fillon, rendre. l'ancien Premier ministre. Je dois faire preuve, et je crois le faire, de solidarité, faire preuve de sens collectif, parce que je crois qu'on a vraiment besoin de sens collectif aujourd'hui à l'UMP, mais vous êtes libre. Et moi, je tends à assumer cette liberté totalement. Alors, cette liberté, elle vous donne aussi de l'agressivité que Pierre Moscovici dénonce aujourd'hui dans son blog. Il parle de Jean-François Copé, de François Fillon, Xavier Bertrand, ou encore Bruno Le Maire, décidément bien changé par l'ambition. Les prétendants au trône de l'UMP, peut-être pour éviter de se déchirer à belles dents, font assaut de morgue pour nous dénigrer. Alors c'est ça, c'est la surenchère. Vous êtes tous en compétition à qui sera le plus méchant avec le gouvernement pour être le chef ou être calife à la place du calife pour la prochaine fois. Je vais vous dire, c'est pas du tout mon ambition, mon intention quand je critique le gouvernement. Je vais vous dire une deuxième chose. Non, mais je vous assure, on hein. verra. Enfin, honnêtement, moi, l'élection de septembre 2013 à l'UMP, c'est pas mon souci. Hein. Vous n'y serez pas. Je sais pas du tout, mais c'est pas mon souci du jour. Vous n'y serez pas ou pas? Vous y serez ou vous n'y serez pas? On verra. On verra. Ah, donc c'est pas non. Donc ce n'est pas non. Je vous dis simplement, non, c'est pas non, c'est pas oui, c'est on verra. Pourquoi? Parce que moi, quand je vois les 1000 chômeurs supplémentaires par jour dans ce pays, quand je vois les gens que je rencontre dans ma circonscription, dans mes déplacements en province, que je vois la mère de famille qui me dit qu'elle n'a pas de quoi payer des nouveaux vêtements à ses enfants, ou la mère de famille qui m'explique qu'elle est obligée désormais d'aller au Resto du Cœur, je veux vous dire que mes petites ambitions personnelles pour l'UMP, c'est pas mon sujet, honnêtement. Et j'espère que c'est le sujet de personne à l'UMP. La deuxième chose que je veux dire à Pierre Moscovici, c'est que ce que je dis publiquement, c'est en dessous de ce que je pense sur ce gouvernement et sur le président de la République. Très en dessous. Ce que je pense réellement, c'est qu'aujourd'hui, François Hollande et son gouvernement, ils n'ont plus prise sur rien. Ils sont dans un toboggan. Ils ont fait les mauvais choix, surtout. Et ils le savent.
Pourquoi est-ce que Pierre Moscovici est aussi agressif sur son blog? Pourquoi cette réaction? Parce qu'ils savent pertinemment que leur politique n'est pas la bonne pour le pays. Parce qu'ils savent pertinemment qu'ils mettent le pays droit dans le mur. Parce qu'ils savent pertinemment qu'il n'y a pas de cap, qu'on ne sait pas où on va, que c'est le maquignonnage permanent. Regardez cette histoire qui m'a scandalisé de la loi d'amnistie. Tout d'un coup, alors on a le droit de saccager, on a le droit de mettre le désordre à la sortie des usines. Le Sénat a adopté une loi d'amnistie pour un certain nombre de syndicalistes. Mais c'est scandaleux. Laurence Parisot, sur ce plateau, il y a 2 jours, l'a dénoncé avec beaucoup de force. Nous ne sommes plus dans un état de droit. Nous sommes dans un État où on rend des services aux uns ou aux autres en fonction de ses affiliations politiques. Regardez ce qui a été fait sur le jour de carence des fonctionnaires. Là aussi, maquignonnage, pas de cap, pas de vision. Regardez ce qui a été fait sur la TVA. On supprime la TVA sociale de Nicolas Sarkozy en criant Pierre Moscovici le premier, c'est injuste, c'est inéquitable, c'est inefficace. Et puis là, on réfléchit à la remettre. Mais c'est quoi ce gouvernement? Mais c'est quoi ce président de la République? Vous voyez, Pierre Moscovici, s'il pense qu'il va me faire taire avec ces petites remarques dans son blog, il se trompe. Ça m'incitera à dire encore plus que je pense de ce gouvernement de François Hollande. Alors, Pierre Moscovici, il répond aussi dans son blog et il aligne un certain nombre de reproches à l'ancien gouvernement qui parfois recoupent certains de vos propres reproches ou de vos propres regrets. Parce que le bilan, vous n'avez pas toujours été fier. Vous avez dit dans votre livre, et le jour de la défaite, vous avez dit, cette défaite, elle vient de loin, elle a des causes profondes. En gros, on n'a pas tout bien fait. On a raté des caps. Et quand on a les résultats qu'on a eus, le chômage qui était très important aussi, le déficit très important également, bon, il y a eu des ratages. Mais ça, je suis le premier à reconnaître qu'il y a eu des ratages. Il faut faire le droit d'inventaire. Il faut surtout être capable de regarder sur les 10 dernières années ce que nous avons manqué. Et moi, ma conviction, elle est simple. On a perdu en mai 2012 parce que nous ne sommes pas allés au bout de nos idées et au bout de nos convictions. On a canné, pour faire simple. Quand il a fallu supprimer 35 heures, on a canné. Quand il a fallu faire la TVA sociale pour alléger le coût du travail, relancer l'emploi dans ce pays, on a canné. On le sait. Donc il ne s'agit pas de faire un droit d'inventaire pour, contre, avec quelque chose de un peu notarial dans la démarche. Il s'agit juste de se dire, bon, puisque c'est comme ça, et puisqu'on est lucide sur ce que nous avons manqué au cours des 10 années de pouvoir de 2002 à 2012... Vous n'êtes pas très nombreux à être aussi lucide. Non, on n'est pas très nombreux à le dire. Mais je crois que ça doit nous servir de moyen pour rebondir, pour proposer des choses beaucoup plus audacieuses et pour dire, voilà, notre modèle d'État-providence à la française aujourd'hui, il ne marche plus, il faut en créer et en fonder un autre. Quant à Pierre Moscovici, ne croyez pas que je fais une fixation sur lui, mais j'aimerais simplement que lui, comme Jean-Marc Ayrault, qui à chaque fois qu'il répond aux questions d'actualité à l'Assemblée nationale, nous dit « c'est pas ma faute, c'est la faute du président du gouvernement », je rappelle juste qu'il a tous les pouvoirs. Que les socialistes aujourd'hui ont en France tous les pouvoirs, le pouvoir national et le pouvoir local. Quand on a tous les pouvoirs, je veux le redire au gouvernement socialiste en place, on a aussi toutes les responsabilités. Il y a une phrase dans votre livre qui peut-être expliquer que François Hollande, un jour dit qu'il faut la rigueur et un jour donne un jour de carence aux fonctionnaires. On reste libre en politique tant que le peuple ne vous a pas choisi. Ensuite, on compose. On fait avec les liens qui vous empêtrent et vous soutiennent. Le pouvoir démocratique, par essence, est une liberté conditionnelle. Ben voilà, je sais pas qui a écrit ça, mais c'est très juste. Hein. C'est vous qui l'avez écrit. Mais donc, vous voyez bien, il y a une liberté conditionnelle, il le doit à ses électeurs. Il ne peut pas faire peut-être tout ce qu'il doit ou tout ce qu'il pense, ou tout ce qu'il... Vous le reconnaissez, vous le comprenez. Mais je dois dire aussi que la liberté de François Hollande, elle est d'autant plus conditionnelle qu'il a fait des promesses à ses électeurs dont il savait pertinemment qu'il ne pourrait pas les tenir. Donc pourquoi est-ce qu'il n'a aucune liberté aujourd'hui? C'est parce qu'il a une majorité qui a été élue sur la base de promesses qui étaient intenables. Ça va du traité sur l'Union européenne, dont il avait dit je vais le renégocier. Il savait très bien qu'il ne pourrait pas le renégocier. Jusqu'au budget de l'Union européenne, il avait dit qu'il l'augmenterait. Il savait très bien qu'il ne pourrait pas l'augmenter. Jusqu'au chômage, qui sera le vrai mensonge de François Hollande. Et le mensonge qui le marquera au fer rouge. Il a dit qu'il inverserait la courbe du chômage en septembre 2013. Il l'a promis. Il l'a dit sur des plateaux de télévision. Il ne tiendra pas sa promesse. Eh bien ça, ce sera une marque au fer rouge dans le quinquennat de François Hollande. Un mot sur l'automobile. Les immatriculations de voitures neuves à nouveau chuté pour le 15e mois d'affilée. Le 15e mois, pas le 10e mois ou le 9e mois depuis François Hollande, le 15e mois. Vous seriez au gouvernement, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui concrètement? D'abord, je trouve ça effrayant.
de voir que les immatriculations chutent alors qu'elles peuvent augmenter dans d'autres pays, comme par exemple en Allemagne. 22 milliards d'euros de profit chez Volkswagen. Qu'est-ce que vous faites? C'est le 15e mois, donc ça veut dire que ça a commencé aussi quand vous étiez là. Bien sûr, mais là encore, je suis le premier à reconnaître que, notamment sur la question industrielle, nous aurions dû prendre des mesures plus drastiques. La suppression des 35 heures, l'augmentation par tous les moyens possibles de la compétitivité de nos industries, la possibilité de financer autrement notre protection sociale en assumant la TVA sociale, en allégeant les charges qui pèsent aujourd'hui sur les ouvriers. Pourquoi est-ce qu'on délocalise? Pourquoi est-ce que les ouvriers sont les premiers touchés par cette crise? C'est parce que nous n'avons pas su, depuis 15 ans, prendre les mesures nécessaires, radicales, qui permettraient de refonder notre système économique et de garder notre industrie en France. La crise agricole, enfin pas agricole, mais la crise sur la viande de cheval vendue pour de la viande de bœuf, aujourd'hui une autre affaire de viande avariée, donc un peu différente. Vous l'auriez gérée vraiment différemment? Ou il y a des failles dans la gestion du gouvernement? Je ne veux pas dire j'aurais fait mieux que le voisin. Je sais d'expérience que c'est des moments qui sont difficiles et des sujets qui sont difficiles. La seule chose que je demande au gouvernement, c'est de se battre pour la traçabilité européenne, c'est de nous donner un calendrier sur l'étiquetage des viandes et des plats cuisinés en Europe. Quel est le calendrier qu'il compte obtenir de la part des autorités européennes pour mieux étiqueter les plats cuisinés et qu'on sache ce qu'il y a comme viande exactement dans chaque plat cuisiné. Et en troisième lieu, je demande au gouvernement de nous donner l'assurance qu'on ne réintroduira pas les farines animales pour quelque alimentation animale que ce soit en Europe. La distribution des plats à la viande de cheval, les ministres ont décidé que les associations caritatives décideraient si elles veulent les utiliser ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vous dis très simplement que j'ai été un peu choqué par ce geste. Dire que ces plats cuisinés ne sont pas bons pour le consommateur, mais qui sont bons pour les pauvres, très franchement, ça me choque. Donc soit on les étiquette mieux, puis on les vend, on les brade, parce qu'on estime qu'il ne faut pas gâcher la nourriture, très bien. Mais le redonner aux pauvres en disant, écoutez, c'est pas assez bon pour les consommateurs qu'ils n'achèteront pas, mais vous, on vous les donne, moi, c'est pas ma conception de la solidarité nationale. La motion de censure contre la politique du gouvernement, vous trouvez que c'est une bonne idée, prévue dans quelques temps, le 19 mars, défendue par Jean-François Copé? Oui, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Je trouve que là, on est vraiment dans un toboggan. Et je suis inquiet. Tous les salariés, tous les ouvriers, les chômeurs que je rencontre dans mes déplacements en région ou dans les départements, je sens une inquiétude profonde, un désarroi profond. Des gens qui ne savent plus comment boucler leur fin de mois, comment s'en sortir, et qui se disent « mais qu'est-ce que vous nous proposez ?» Et quand vous voyez la réaction des Italiens... je crois que c'est important de marquer un coup d'arrêt avec la motion de censure. Oui, mais quand vous voyez la réaction des Italiens, qui ont eu le plan Monti, qui ont eu Mario Monti, avec justement le sérieux budgétaire, les réductions de dépenses, et vous voyez leur réponse, vous dites... Est-ce que c'est cela qu'on doit appliquer vraiment? Je dis qu'un gouvernement qui ne propose, ou un responsable politique, qui ne propose que la rigueur comme potion aux Français, aux Italiens ou aux Espagnols, ça ne marchera jamais. Par ailleurs, j'ai toujours dit que, s'agissant de Mario Monti, j'étais très sceptique sur ces gouvernements de technocrates non élus. Quand vous n'avez pas de légitimité populaire, quand vous n'avez pas été choisi par le peuple, je trouve que c'est toujours très casse-gueule pour la démocratie. Et au bout du compte, on arrive à ce sentiment qu'ont eu les Italiens, que c'était plus leur gouvernement qui dirigeait, mais Bruxelles ou Madame Merkel, ce qui me semble faux d'ailleurs, mais c'est le sentiment qu'ils ont eu. Et vous avez un parti dont personne ne connaît les nouveaux membres, qui fait 25% des voix. Là encore, sujet de préoccupation majeure. Il n'y a pas d'amitié en politique, car l'amitié doit être désintéressée. J'en ai fait une donnée de ma vie personnelle. Vous avez des amis alors? J'ai des gens avec qui je m'entends très bien. Politique. Oui, j'ai des gens avec qui je m'entends bien, avec qui j'ai des relations. Mais un ami, c'est quoi? Moi, j'aime pas galvauder les termes. Un ami, pour moi, c'est un terme fort. Ça veut dire qu'on a un lien de confiance totale. C'est-à-dire qu'on confie tout. Ça veut dire que quand ça va pas bien, on prend son téléphone, on dit voilà, j'ai un coup dur. Qu'est-ce que tu me donnes comme conseil? Moi, en politique, j'ai des relations cordiales avec beaucoup de monde. Et je pense avec l'ensemble des membres de ma famille politique. Mais des amis au sens très fort que je donne à ce terme, non.
C'est important parce que si vous voulez vous présenter à des échéances plus tard, on vous demandera qui sont vos amis. Vous les compterez. On vous les compterez, vos amis. Si jamais ça doit avoir lieu, qui sont mes alliés, qui sont les gens avec lesquels je travaille bien, quels sont ceux qui partagent mes convictions, Nathalie mes idées. Kosciusko-Morizet, par exemple, vous la soutenez pour Paris. Je la soutiens parce que c'est une fille formidable. Oui, vous étiez battu un peu avec elle quand vous étiez à l'agriculture et à l'environnement quand même. Ça fait partie du jeu. Mais vous pensez qu'il faut qu'elle fasse un accord avec Rachida Dati, qu'elle évite les primaires Oui, moi je ne souhaite pas qu'il y ait des primaires à Paris. J'estime qu'on a aujourd'hui une très bonne candidate avec Nathalie Kosciusko-Morizet. Qu'est-ce que vous dites à Rachida Dati alors? Je dis, trouve un accord avec Nathalie Kosciusko-Morizet. Là aussi, Rachida est un profil totalement différent, mais on voit bien qu'il y a une dynamique qui est en train de se créer autour de Nathalie Kosciusko-Morizet. Moi, je suis pour entretenir cette dynamique, l'aider, qu'on l'aide tous. J'aimerais que chacun comprenne dans ma famille politique que les 2 ou 3 prochaines années, au moins jusqu'à 2015-2016, doivent être des années de rassemblement. On doit s'épauler, s'aider les uns les autres. Personne ne va sortir du lot comme ça, miraculeusement, en 2013, 2014, sur la base de ses seules qualités. Même François Fillon qui dit qu'il pense à 2017, alors qu'on voit une sorte de primaire, Nicolas Sarkozy, François Fillon, qui est en train de se dessiner. Que ce soit François Fillon, que ce soit Jean-François Copé, que ce soit Xavier Bertrand, moi-même, nous n'avons qu'une seule obligation, c'est de travailler ensemble. C'est de travailler ensemble. Personne ne va sortir du chapeau comme ça, miraculeusement, en s'imposant comme le leader incontesté de la droite. Je n'y crois pas. Ce que nous devons faire, c'est d'abord travailler collectivement à un programme fort, convaincant pour des Français qui souffrent, qui sont aujourd'hui dans des difficultés majeures. Je veux juste pour conclure, il nous reste une seconde, avoir votre avis d'écrivain. Le livre de Marcella Yacoub, Belle et Bête, vous l'avez lu, vous avez suivi la controverse? J'ai suivi la controverse parce que c'était difficile d'y échapper, très franchement. Je ne le lirai pas et j'aime pas ça. Voilà. J'aime pas les choses sales, vous savez, en règle générale. J'aime pas ça. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau.